Alors, bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Camille Marc, je suis responsable du conseil et de l'incubation ici au Philanthrope. Alors, voilà, je vais me montrer à tous, hein, mais je serai assise là, donc normalement vous devriez à peu près tous me voir. Et puis c'est pas moi que vous venez voir. Néanmoins, voilà, bienvenue au Philanthrope. Juste un petit mot rapide d'introduction pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le lieu et ce qu'on y fait. Le Philanthrope, il a deux missions. La première, c'est pas hiérarchique, mais l'une d'entre elles, c'est d'accompagner les acteurs de la philanthropie, partant du constat qu'il y a plein de gens qui font des choses super, des assos, des fondations, des bénévoles, des acteurs de conseil, etc., mais qu'il n'y avait pas de lieu pour incarner tout ça. Et donc l'idée, c'est de permettre aussi d'avoir ici des espaces de travail, un incubateur, et puis un écosystème de rencontres et de professionnels qui interviennent en pro bono auprès des acteurs qui en ont besoin. Et puis la deuxième mission, c'est d'être un lieu grand public pour démocratiser un peu ces sujets d'engagement, de dons, de philanthropie. On sait qu'en France, il y a pas mal d'inquiétudes, parfois de méfiance, parfois d'incompréhension autour de la générosité et du don. Et l'idée ici, c'était de se dire on va créer un lieu convivial, ouvert, alors avec un défi qui est de passer la grille monumentale d'un bâtiment classé du 5e arrondissement. Néanmoins, voilà, l'idée c'est d'avoir un lieu qui permet la rencontre et qui permet de donner à voir aussi quelles sont les initiatives de terrain et de permettre à chacun de trouver la cause et le mode d'intervention et d'engagement qui lui plaît. Rapidement sur le lieu, les fondations ici remontent au XIVe siècle. Ça a abrité la première faculté de médecine de la ville de Paris. Il y a une histoire très riche jusqu'au 19e. On a ici été un haut lieu de partage des connaissances scientifiques et anatomiques. Et puis ensuite, il y a eu... Au XIXe siècle, la faculté de médecine, ayant besoin d'agrandir ses murs, s'est délocalisée. On a eu une histoire hyper riche, un lavoir, une maison close, des habitations, la bibliothèque des Russes blancs de Tourguenieff pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis à l'issue de la guerre, la mairie de Paris a récupéré le bâtiment pour y installer d'abord la maison des étudiants, à l'époque où la création de l'UNEF créait un peu de bisbille avec l'Action française, qui se tapait déjà un peu dessus. Et puis le dernier usage, c'était les locaux de la GOSPAP, qui était le comité d'entreprise de la ville de Paris et des agents de la PHP. Alors comment est-ce qu'on se retrouve ici avec un lieu dédié à la philanthropie ? En 2014, la ville a lancé un appel à projet qui s'appelle Réinventer Paris pour confier à des opérateurs privés l'ouverture au public et l'exploitation de bâtiments dont elle n'avait plus les moyens d'assurer la maintenance. Et c'est la compagnie de Falsbourg, qui est présidée par son fondateur Philippe Journeau, qui a présenté le projet de Philanthrope et qui a donc remporté cet hôtel de la Bûcherie. Donc vous voici ici dans un lieu qui a vécu près de 3 ans de travaux et qui a ouvert officiellement ses portes cette année. Et donc voilà, en ce jour de Giving Tuesday, ça nous paraissait important d'avoir un petit moment d'échange sur les sujets de philanthropie. Et voilà, donc je laisserai ensuite la parole à Isabelle sur le 1%, mais le Giving Tuesday, c'est ce grand mouvement international autour de la générosité. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'environnement aujourd'hui ? Alors parce qu'on a eu cette opportunité de travailler avec le 1%, mais aussi parce qu'on en parlera, l'environnement c'est pas du tout la cause la plus prisée par les philanthropes et les mécènes aujourd'hui, que ce soit le grand public, la grande philanthropie, le mécénat d'entreprise. Globalement c'est pas la cause la plus investie par le mécénat. Alors en cette journée de Giving Tuesday, on va parler d'environnement, puis on va essayer d'inverser ensemble la tendance. J'ai déjà été trop longue, je passe la parole à Isabelle pour son petit mot d'introduction aussi sur le 1% pour la planète. Merci Camille, merci beaucoup. Bonjour à tous. Pardon, c'est vrai que du coup on ne sait pas où se positionner pour essayer de voir un petit peu tout le monde. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Camille et merci au Philanthrope de nous accueillir aujourd'hui. La dernière fois que j'étais venue, c'était presque avec un casse de chantier ou presque, c'était vraiment en construction et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait un lieu dédié à la philanthropie. Nous qui, dans l'équipe 1%, on milite au quotidien pour la philanthropie, en particulier environnementale, parce que tu l'as souligné, c'est malheureusement le parent pauvre de la philanthropie. Après, on peut parler de chiffres, et nous, le chiffre qu'on avance toujours, qui est mesuré tous les ans par l'ADMICAL, c'est seulement 7% de la philanthropie venant des entreprises et des fondations est fléchée vers la cause environnementale. Ce qui est complètement aberrant. J'ai pas besoin de vous convaincre puisque vous êtes là. Vous savez que ça vaut beaucoup plus et qu'on a besoin vraiment de se mobiliser autour de cette cause, d'autant que c'est un des sujets de préoccupation des Français et en particulier des plus jeunes. Qui, pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, pour les 3/4, dans 10 pays du Nord et du Sud, considèrent leur avenir comme effrayant. Donc c'est
enfin voilà, c'est la philanthropie et ce que vous faites tous les jours en tant qu'entrepreneur, en tant qu'association, c'est pour justement faire en sorte que les jeunes voient l'avenir comme un avenir souhaitable et désirable. Donc merci en tout cas d'être là. Le 1% pour la planète, donc moi je suis effectivement Isabelle, je suis la directrice. On a Fanny qui travaille avec nous dans l'équipe, chargée de développement. On est basé à Bluffy, en Haute-Savoie, à côté d'Annecy. Et puis dans la salle, vous avez un certain nombre d'entrepreneurs membres. Vous avez Julien qui va nous parler de son activité, Marina pour Léa Nature, et vous avez plein d'associations qui sont aussi agréées à 1%. Et puis on a des administrateurs qui pourront aussi vous parler si vous le souhaitez. Stéphane Latsag du collège Association et Emmanuel Donfu du collège Entreprise qui représente les TPE. Et en 2 secondes, le principe du 1%, c'est tout simple. C'est s'engager à reverser 1% de son chiffre d'affaires à des associations environnementales que nous présélectionnons. Et on s'engage sur toute l'entreprise, sur une marque ou une gamme. Et la puissance de ce système, c'est que c'est juste ultra simple. Il suffit de donner 1% de son CA. Et nous, on se charge de mettre en relation avec les projets et de vérifier que les flux financiers sont bien existants, ce qui fait toute la différence entre une philanthropie autodéclarée, ce qui est déjà pas mal, mais par rapport à une philanthropie qui est vérifiée. Donc nous, on vérifie tous les flux financiers. Voilà, en bref, et je vous parlerai après, à la fin, on parlera de ce qu'on lance demain, enfin aujourd'hui et demain. Comme ça, on est sûr que vous restez jusqu'au bout. On vous a fait un petit teasing. Et alors, sans plus tarder, je vais accueillir nos 4 intervenants. Alors, du coup, c'est bien que vous n'êtes pas installés dans le bon ordre. Alors, je vais commencer par le plus proche de moi. Alors, pour cette table ronde sur le mécénat, philanthropie et environnement, donc à ma droite, Galit Kenan du Jane Goodall Institute. Donc, merci et bienvenue. Donc, Julien Lecor, qui a déjà été présenté, qui est fondateur de l'agence YZ. Marina Poirou, qui dirige la fondation Léa Nature, et Elena Vignière, qui est chargée des partenariats fondation chez Surfrider Foundation Europe. Alors sans plus tarder, on démarre. Donc comme le disait Isabelle, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe aujourd'hui des sujets de philanthropie et d'environnement ? Parce qu'on s'étonne un peu du chiffre de l'engagement des entreprises comme des particuliers sur une cause qui pourtant suscite l'inquiétude, la préoccupation, l'intérêt d'une grande partie de nos concitoyens, qui s'élèvent aussi dans le débat politique avec plus ou moins de réussite et de résultats. Mais pourquoi il y a une certaine désaffection des mécènes et des philanthropes aujourd'hui pour l'environnement ? Donc on l'a dit, il y a les chiffres sur les entreprises mécènes, les dons des Français, on estime à peu près 18% des dons des Français qui sont réalisés au profit de la sauvegarde de l'environnement. Et sur les entreprises, au-delà du fait qu'elles sont peu nombreuses, il y a une grande différence entre l'engagement des grandes entreprises et grandes et moyennes qui qui commencent à prendre la mesure de l'enjeu, et puis plus de difficultés à convaincre les TPE, PME sur la cause environnementale. Alors, on peut esquisser différentes explications, différentes raisons. Sur la base de déclarations qui sont faites notamment dans le baromètre du mécénat d'entreprise d'Admical ou dans les sources de France Générosité, on voit la difficulté dans la première chose, c'est la grande variété des enjeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, volontairement, on intitule cette table ronde Philanthropie et environnement. Alors, je suis étonnée que personne nous dise ça veut rien dire, parce que l'environnement, en fait, qu'est-ce que c'est ? L'environnement, est-ce que c'est la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique ? Est-ce qu'on va parler des océans uniquement avec Surfrider ? Est-ce qu'on va parler des forêts ? Est-ce qu'on va parler de l'agriculture durable ? Donc par où est-ce qu'on prend le sujet ? Les animaux, le vivant, les humains. Enfin bon voilà, Est-ce que ça fait partie aussi des explications qui freinent les mécènes à s'engager dans le sujet en disant je sais pas trop par où prendre la cause, et donc j'ai un peu de mal à y voir clair. Une deuxième difficulté, c'est peut-être aussi la difficulté parfois à avoir un consensus scientifique sur les solutions. On peut se dire ok, alors moi je m'occupe de la gestion durable des forêts, parce que je me dis que pour construire plus vert, il va falloir avoir recours peut-être à nouveau aux constructions en bois, mais du coup d'où vient le bois, et puis comment est-ce que les forêts elles sont durables, et puis comment est-ce qu'elles sont gérées, et puis alors les sapins de Noël,
on me vend un truc circuit court, puis en fait je me rends compte que même si la forêt de sapin est gérée durablement, elle est en train de bouffer les autres espèces à côté, donc voilà. Et il y a difficulté à avoir une vision globale et puis un consensus scientifique sur ces sujets, avec évidemment aussi parfois le fait que le scientifique puisse être politique. Pour les entreprises, dans les sujets de l'articulation RSE, mécénat, etc., dont on va aussi reparler. Et puis évidemment, l'idée, c'est pas d'occulter non plus les sujets qui sont peut-être qu'aujourd'hui je m'engage pas parce que j'ai aussi peur qu'on puisse m'accuser de greenwashing à tort ou à raison. L'idée c'est pas de nier que ça puisse exister, mais en tout cas aussi de voir quel peut être l'engagement et la qualité du partenariat entre une entreprise et une association au regard aussi de son activité économique. Bon, alors là, je dresse un panorama sur les quelques déclarations qui peuvent être recueillies auprès des mécènes. L'idée aujourd'hui, c'est pas de s'autoflageller, c'est plutôt de voir quelles sont les bonnes initiatives, quelles sont les bonnes pratiques, et puis comment est-ce que nos intervenants ils peuvent témoigner aussi de la qualité de la relation partenariale qui peut être nouée et des façons dont on peut agir. Donc on fait une table ronde sur les solutions. Ne partez pas, ça va être sympa. Du coup, pour donner la parole peut-être à Marina pour démarrer, j'ai eu chacun d'entre vous au téléphone pour préparer rapidement cette table ronde, et donc on parlait effectivement de ce caractère un peu vertigineux parfois que peut représenter la cause environnementale, en disant qu'il y a plein d'enjeux, comment est-ce qu'on prend le sujet. Et vous, Marina, alors vous allez nous dire un peu qu'est-ce que fait la Fondation Léa Nature et comment vous l'appréhendez, mais voilà, vous avez choisi justement de se dire on peut, nous, essayer d'agir sur 4 axes qui nous permettent de couvrir à notre niveau une variété d'enjeux pour essayer de répondre un peu au niveau macro aux différents sujets auxquels on est confronté. Bonjour à toutes. Vous m'entendez là? C'est bon? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Marina Poirot, je m'occupe de la philanthropie environnementale au sein de la compagnie Léa Nature et je dirige la fondation. Donc la philanthropie environnementale, nous, elle fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis le début. On adhère au 1% avec 20 de nos marques. Donc c'est les fonds du 1% de 20 de ces marques qui est distribué auprès des associations de protection de l'environnement. Oui, effectivement, nous on a décidé d'agir sur 4 axes parce que, comme le disait Camille, on peut se poser la question par quelle entrée on y va. Parce que la protection de l'environnement, les enjeux environnementaux sont très larges. Il y a des urgences actuellement. Donc nous on a décidé d'être sur l'agriculture écologique et solidaire, sur la biodiversité, sur les problématiques climat-forêt et sur les sujets santé-environnement. Pourquoi ces 4 axes? Et ça depuis le début. Donc on est engagé depuis 2007, mais dans le 1%, mais bien avant, on était sur la philanthropie environnementale, parce qu'on s'est rendu compte que tous ces axes étaient liés finalement, et que après ce sont des choix, mais agir sur un seul axe, c'était un petit peu frustrant pour nous. Après, effectivement, ça dépend du budget qu'on a, c'est toujours la question, mais ces sujets sont très liés. Quand vous parlez d'agriculture écologique, vous parlez de changement climatique, quand vous parlez de biodiversité, vous parlez de forêt, quand vous parlez de santé-environnement, vous parlez d'agriculture. Donc voilà, et après un certain nombre d'années d'expérience sur ces thématiques et sur les sujets environnementaux, on s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas faire l'impasse de ça, que tout était lié et que voilà. Et effectivement, c'est aussi auprès des associations qu'on a appris ça. C'est en ayant contact avec eux, en discutant avec eux. Vous parliez tout à l'heure d'experts, et pour moi, ce sont des vrais experts sur beaucoup de sujets. On s'est rendu compte que tout était lié, et on s'est formé aussi sur tous ces enjeux environnementaux qui sont très importants. Autre chose, on fait aussi attention à soutenir des associations qui autant peuvent être des petites associations où il n'y a que des bénévoles, que des associations qui ont un certain nombre de salariés, voire importants, des associations qui vont opérer sur le terrain, qui vont faire des actions très terrain, comme des associations qui vont faire du plaidoyer en national, voire au niveau de l'Europe. Pareil, on s'est rendu compte qu'il fallait y rentrer il fallait y aller par différentes entrées, parce que c'est ça aussi la force, c'est la mutualisation des forces au niveau du milieu associatif. Et nous, en tant que philanthropes, on a vraiment un rôle à jouer là-dessus, on a un rôle de levier.
et philanthrope entreprise aussi, parce que ça, je tiens à le dire, les entreprises, nous sommes des acteurs économiques, mais il faut assumer ce rôle qu'on peut jouer dans la transition écologique. Et peut-être que du coup, Galit peut compléter, puisque c'est aussi un des premiers sujets qu'on a évoqué quand on a préparé la table ronde, en disant nous, ce qui fait aussi notre ADN, c'est l'approche, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous, hein, l'approche holistique du sujet. Alors maintenant, je vous laisse avec votre vocabulaire, mais je veux bien que vous l'expliquiez à nos participants. Avec plaisir, merci beaucoup. Comme le disait Marina, c'est ça. Nous, en fait, notre approche est très liée à la personnalité de notre fondatrice, Jane Goodall, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une dame qui a aujourd'hui 87 ans, mais qui, à 20 ans, est partie dans les forêts en Afrique, en Tanzanie, et a découvert que les chimpanzés savaient créer et utiliser des outils. Or, à l'époque, c'était la définition de l'être humain. Donc, ça a vraiment changé le rapport de l'homme au reste du règne animal. Et toute notre approche, c'était de dire, comme vous le disiez, en fait, pour protéger la faune sauvage, il faut protéger ses habitats naturels, donc l'environnement. Et tout ceci ne peut se faire que par, pour et avec les populations locales. Et donc, je le disais pendant notre coup de fil, c'est vrai que le terme est ô combien galvaudé, holistique aujourd'hui, mais c'est vraiment cette approche globale, celle que vous souligniez tout à l'heure, le fait de dire on ne peut pas travailler uniquement en silo, la protection animale, la protection de l'environnement, l'aide au développement des populations locales. Parfois on travaille même... j'ose le dire, contre les uns, contre les autres. Et ça, c'est pas possible. Et c'est vraiment tous ensemble, de façon globale, qu'on peut agir. On peut agir en soutenant des associations qui travaillent sur les différents secteurs, ou alors sur une approche globale, comme nous, on peut le faire. Et sur plusieurs pays ? Tout à fait. Alors nous, par exemple, on va être le Jane Goodall Institute, on va être principalement présent là où sont historiquement présents les chimpanzés sauvages, donc sur toute la ceinture équatoriale africaine. Mais après, on a aussi un gros travail de plaidoyer, de sensibilisation, et ça, on va le faire sur une centaine de pays. Où on est présent via des programmes. Il se trouve que Jane Goodall est messagère de la paix, donc c'est vrai que pour nous, ce dialogue, cette bienveillance, etc., c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Mais comme vous le disiez, Marina, c'est ce qu'il y a d'important, c'est tous ensemble, chacun met sa goutte d'eau pour qu'ensemble on puisse agir et aller dans le bon sens, je crois. C'est bien de parler de gouttes d'eau, ça me facilite les transitions vers Elena. Donc effectivement, on dit sur la variété des enjeux, il y a des mécènes comme des porteurs de projets qui ont peut-être la capacité à avoir cette vision un peu globale, etc. Mais on peut aussi se dire, tout est connecté, mais il y a des expertises qui peuvent être développées dans certains sujets, qui peuvent aussi, avec lesquels les mécènes peuvent avoir davantage d'affinité. Et donc voilà, chez Surfrider Foundation, vous êtes focalisé sur, je suis très investie, sur la protection des océans, alors avec différents sous-sujets, mais voilà, peut-être que vous pouvez aussi nous dire la façon dont se nourrit aussi une expertise et la production de données qui peut aussi être un facteur intéressant pour des mécènes qui voudraient aller plus spécifiquement sur un sujet sans remettre en question le fait que tout est interconnecté et qu'il y a un besoin de jouer collectif néanmoins. Mais... Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc ça fait vraiment écho à ce que disait Marina au départ sur vraiment les enjeux aussi de bien connaître les sujets d'intervention des uns et des autres. Donc nous, chez Surfrider Europe, donc l'association a été créée maintenant il y a 30 ans, au départ par un collectif de surfeurs qui voulait protéger l'océan, leur terrain de jeu et le milieu dans lequel ils évoluaient tout le temps. Au fil des années, l'association s'est structurée. Donc aujourd'hui, on est une association à échelle européenne avec une 50aine d'antennes bénévoles donc dans 12 pays européens, ce qui nous permet vraiment d'avoir une action à la fois sur le terrain. Et on a décidé, donc, pour vraiment travailler sur la lutte pour la protection de l'océan, d'agir sur 3 thématiques principales. La première qui nous parle à toutes et à tous, je pense, c'est la lutte contre les déchets aquatiques. Donc tout ce qui va concerner notamment la pollution plastique et la réduction de la pollution plastique à la source. Ensuite, on va travailler sur un enjeu qui nous est très cher et qui est peut-être un petit peu plus spécifique, qui est la préservation de la qualité de l'eau.
Et ce lien très important que l'on a aussi avec la santé des usagers, comment finalement, si on se baigne ou on surfe toute l'année dans une eau polluée, on va avoir un impact aussi sur notre santé. Donc il y a vraiment aussi un enjeu sanitaire derrière. Et la troisième thématique, ça va être vraiment tout ce qui va concerner le changement climatique, donc le lien entre océan et changement climatique, puisque l'océan a un rôle clé à jouer sur ces enjeux-là, et des questions aussi d'aménagement du littoral, qui sont aussi en lien avec le changement climatique. Et donc pour travailler sur ces trois thématiques aujourd'hui, donc on utilise vraiment plusieurs leviers. Donc à la fois la mobilisation, la sensibilisation du grand public, la mobilisation des gens sur le terrain, à la fois l'expertise scientifique aussi. Donc on a des experts scientifiques qui vont travailler sur ces trois thématiques-là. Et toute cette expertise scientifique, cette collecte de données que l'on fait sur le terrain va venir nourrir après notre travail de plaidoyer ou de lobby aussi. Donc effectivement, comme il y a du lobby industriel, il faut aussi avoir du lobby en face. Donc pour vraiment militer et faire évoluer la réglementation en faveur d'une meilleure protection de l'océan. Voilà. Et donc vous m'avez parlé de sciences participatives, puisqu'il y a aussi la capacité à collecter des données via les actions de terrain et via les bénévoles, etc. Je pense que c'est intéressant d'en dire un mot, parce que Marine a souligné la question de l'expertise, en disant qu'il y a des experts externes qui peuvent venir alimenter les entreprises ou les philanthropes qui se posent la question de s'engager, mais il y a aussi, effectivement, Marina, vous m'avez dit tout de suite, il y a aussi de l'expertise au sein même des assos, ce qui peut-être est un facteur distinctif dans le secteur de l'environnement par rapport à d'autres causes d'intérêt général où c'est un petit peu moins développé, mais là il y a vraiment au Jane Goodall il y a aussi tout un volet recherche, et donc voilà, peut-être que vous pouvez aussi en dire un mot sur comment ça impacte vos actions, mais aussi le lien de partenariat avec les fondations qui peuvent vous contacter. Oui, alors du coup la science participative, pour présenter cet outil en 2 mots, c'est vraiment le fait de pouvoir collecter de la donnée sur le terrain et faire participer les citoyens, le grand public, dans la collecte de données scientifiques sur le terrain. Par exemple, on a un de nos programmes historiques chez Surfrider qui s'appelle les Initiatives Océanes. Donc ce sont des collectes de déchets que l'on organise partout en Europe et dans le monde. L'objectif, c'est pas tant de nettoyer les plages et de dépolluer l'océan, puisque ça c'est vraiment du curatif et que c'est un travail qui a peu d'impact finalement, mais ce que l'on va faire, c'est que quand on organise des collectes de déchets, on va proposer un protocole de sciences participatives aux citoyens, aux bénévoles participants, pour arriver justement à quantifier et qualifier les types de déchets que l'on retrouve le plus dans l'environnement. Et en fait, cette collecte de données-là, à grande échelle, quand on a plus de 50 000 citoyens qui participent à ces collectes de déchets par année, ça nous permet d'avoir des données vraiment un peu plus globales et de pouvoir dresser à la fin de l'année un top 10, par exemple, des déchets que l'on retrouve le plus dans l'environnement. Et ce qui nous permet après, nous, de focaliser nos campagnes sur ces types de déchets-là pour avoir le plus d'impact possible. Donc ça, c'est un exemple de science participative, oui. Effectivement, de réussir à nourrir aussi une expertise interne qui complète aussi les experts dont on peut s'entourer. Donc voilà, on touche du doigt à différentes approches qui permettent quand même de voir que, soit au travers d'un axe comme les océans ou d'une approche globale, mais même là, c'est les océans au service néanmoins de la santé, de la biodiversité, du changement climatique, etc. On touche du doigt aussi la capacité à peut-être attirer des mécènes en fonction de leurs affinités. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais bien confier à Julien, puisque quand on s'est dit au téléphone et que je t'ai dit, bah voilà, un des freins, c'est que parfois on ne sait pas par où prendre le sujet parce que c'est vertigineux. Et là, tu m'as dit, ah bah moi, j'avais pas du tout vu ça comme ça. Justement, je trouve que comme il y a plein de sujets, chacun peut trouver celui qui lui plaît, et donc ça crée plein de points de rencontre potentiels entre mécènes et porteurs de projets. Alors peut-être que toi, tu peux nous parler de ton expérience un peu personnelle, d'où est venu l'engagement parce que du coup, Julien, c'est le représentant TPE de la bande. Donc pourquoi est-ce que c'est TPE qui s'engage si peu dans l'environnement? Donc c'est le dinosaure. Et donc voilà, peut-être nous raconter comment est-ce que la TPE peut s'engager grâce à ses fondateurs dans l'environnement, et puis comment est-ce que justement toi t'appréhendes la variété des sujets, et comment est-ce qu'en interne vous choisissez ce sur quoi vous engagez. Merci Camille, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, là, pour revenir sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'on est une TPE, ça fait partie des raisons même pour lesquelles on est fier de faire partie du 1% et d'être à côté de Marina aujourd'hui, qui est, je crois,
qui représentent les plus gros donateurs au sein du 1%, et nous on fait partie des plus petits, et on est côte à côte, et ça a dit quelque chose de l'esprit du 1% et des raisons pour lesquelles on a voulu rejoindre ce réseau. Pourquoi nous on a choisi de faire partie du 1%? Effectivement, on est une petite structure, on est une vingtaine de collaborateurs, on existe depuis 4 ans. Au début, il y a la volonté de donner, de redistribuer. Donc ça, c'est une volonté des fondateurs, de moi-même, de mon associé Dimitri qui est présent ce matin avec nous dans la salle. On décide de donner, de redistribuer de l'argent, du temps. Donc après, on va choisir comment on va faire. Effectivement, on peut donner de façon un petit peu déstructurée, entre guillemets, de façon un petit peu affinitaire, et pas que pour l'environnement, donner, faire un petit chèque pour telle ou telle association. Et on avait quand même envie de faire ça de façon un petit peu plus organisée. C'est la raison pour laquelle on a choisi de rejoindre le 1%. Et après, pour choisir les causes, puisque c'est ça ta question, effectivement, la diversité, la multiplicité des causes environnementales, je ne trouve pas que ce soit déstabilisant. Au contraire, ça permet effectivement à chacun de donner en fonction de ses aspirations, en fonction de sa sensibilité. Il y a l'événement central du 1% pour la planète, c'est les rencontres pour la planète qui ont lieu début octobre chaque année. J'invite tout le monde, ceux qui ne sont pas venus encore découvrir cet événement, c'est assez fascinant parce que pendant 2 jours, on a 40 projets sélectionnés, 40 associations qui vont venir pitcher leurs projets. Et ça va de la dépollution des océans, Surfrider évidemment est un habitué de l'événement, mais il y en a plein d'autres, jusqu'à la pédagogie. Il y a des gens qui créent des écoles, il y a des gens qui s'occupent de créer des programmes de reforestation, d'autres c'est des programmes de protection de la biodiversité avec des rachats de terres, etc. Donc ça permet à chacun de choisir un partenaire avec qui on veut avancer, avec qui on veut donner. Et nous, en tout cas, chez YZ, on associe nos collaborateurs au choix de l'association qu'on veut soutenir. Et ça, c'est génial. Ça veut dire, bon, alors évidemment, on ne leur donne pas les 400 projets parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. On fait une petite shortlist. Mais voilà, et chacun, et ça crée des discussions et on choisit collectivement à quel projet on veut donner notre 1%. Ça crée du débat aussi peut-être sur justement la capacité à avoir de l'impact. Et donc peut-être que c'est aussi ce sur quoi on reviendra un peu plus tard, sur la capacité aussi à sourcer des projets et peut-être l'intérêt aussi pour des structures qui n'ont pas forcément les moyens de développer une expertise en propre, de confier le sourcing et le label à un organisme comme le 1%. Oui, exactement. C'est vrai que le label 1%, il est important. Et nous, c'est une des raisons pour laquelle on a voulu aller vers ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le réseau. C'est vraiment le réseau et la communauté. Le fait de faire partie d'une communauté d'acteurs, de s'échanger des bonnes pratiques, d'être ensemble. Et quand on se parle de donner à une association, quand on le fait à travers le 1%, on crée vraiment un partenariat durable avec la structure. Nous, les structures les associations, les projets qu'on soutient dans le cadre du 1%, c'est des gens de qui on est devenus proches, qu'on suit dans la durée. Et c'est d'ailleurs pour rien dévoiler, le sujet de la prochaine campagne qu'on est en train de travailler avec le 1%, de mettre vraiment en exergue ces partenariats-là. Pas juste les entrepreneurs, mais les binômes qui sont créés entre des entrepreneurs et les associations qui sont soutenues. C'est vraiment ça l'esprit du 1%. Je vois Galit qui hoche la tête, donc c'est bien, on va pouvoir vous rendre la parole sur ces sujets un peu de proximité pour faire le lien avec peut-être le deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble, sur effectivement les risques aussi qu'il peut y avoir et les réticences qui peuvent exister quand on est une association engagée de longue date sur l'environnement. Vous m'avez dit, il y a aussi des gens avec qui il faut assumer de dire qu'on ne souhaite pas ou qu'on souhaite travailler différemment parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes enjeux, etc. Donc on se disait, un des moyens d'y remédier, c'est ces sujets de proximité, de rencontres, etc. Mais peut-être que, Galit, vous pouvez rebondir sur ces sujets de comment est-ce qu'on noue une relation partenariale forte et quelles sont un peu les conditions et les limites que vous vous fixez pour le travail avec les philanthropes et les entreprises.
vaste sujet là. Non, c'est vrai que quand on préparait, quand on discutait, un des points qu'on soutenait, c'était aussi le fait de dire que le Jane Goodall Institute, mais comme toutes les associations, j'en suis persuadée, on a la chance parfois d'être contacté par des entreprises qui ont des moyens, qui tout d'un coup vous apportent la possibilité de pouvoir impacter, d'avoir un vrai impact sur le terrain avec beaucoup d'argent, etc. Donc ça peut être pendant une fraction de seconde un peu tentant. Et c'est vrai que comme tout le monde, voilà, on a nos curseurs. La question, c'est de savoir où on le pose. Nous, on a la chance d'avoir Jane Goodall, qui est une personnalité très connue dans le milieu anglo-saxon, mais beaucoup plus qu'en France. Donc des grandes entreprises internationales qui vont nous contacter pour nous proposer d'être partenaires. Et parfois, on préfère dire qu'on ne souhaite pas mettre en place un partenariat comme vous le décriviez, qui est le type de partenariat concret, à savoir un partenariat, c'est une rencontre de valeurs, une rencontre d'envie, une rencontre sur le long terme, qui est quelque chose d'important. Nous, on a une immense chance, et j'en ai bien conscience, c'est qu'on a la majorité de nos dons qui sont non fléchés. Donc, on parlait de recherche scientifique tout à l'heure. Nous, à Gombe, en Tanzanie, il se trouve qu'on a un centre de recherche qui est dans le milieu qui est le nôtre, assez connu, je crois, puisque c'est la plus longue recherche jamais effectuée sur les chimpanzés sauvages. C'est un lieu où Harvard, Stanford, etc., où on crée énormément de formations d'acteurs locaux, qui est vraiment un lieu important. Et pour autant, on ne peut pas, le long terme dont on parlait, c'est quelque chose qu'on fait sur le terrain. Tous nos projets sont envisagés sur le long terme. Je vous parlais d'un projet qu'on a actuellement avec Maison du Monde, qui fait aussi partie, Foundation, qui fait partie aussi du 1% de la Panonnette, qui nous accompagne depuis de nombreuses années. On est actuellement en train de planter plus d'1 million d'arbres. On aurait pu en planter 4 ou 5 sans problème. Sauf que quand vous avez un lien avec votre partenaire, quand on peut discuter, quand les gens sont intéressés sur le fond des problématiques, et qu'on peut dire, voilà, on préfère en faire moins, mais que ce soit les bonnes essences au bon endroit, avec les bonnes personnes, qui impliquent toutes les écoles de toutes les communautés, de tous les villages qui sont autour, qu'on a formé les gardes-parcs, qu'on travaille avec les autorités locales de district national, ouais, ça prend du temps, c'est du long terme, mais c'est aussi du long terme sur le partenariat. Et donc après, pour revenir dessus, c'est quelque chose qui ne se crée qu'avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont envie des mêmes choses, et avec qui on peut travailler. Nous, on s'est mis une charte éthique parce que j'allais dire c'est le minimum, c'est ce qu'on fait la plupart des associations, mais au-delà de ça, des fois c'est difficile de savoir où est-ce qu'on met le curseur, surtout que nous, comme beaucoup, le motto du Jane Goodall Institute, c'est le fait de dire chaque geste compte. Chacun d'entre nous a un impact chaque jour. À nous de savoir quel impact on veut avoir. Ça semble assez basique, dit comme ça, voilà. Sauf que quand on veut vraiment le mettre en application, c'est quelque chose qui nous engage beaucoup sur le fond. Du coup, la question, c'est aussi de se dire comment on peut dire à une entreprise qui aujourd'hui n'est pas aussi vertueuse que nous le souhaiterions, mais qui souhaite faire un pas. Qui on est pour se permettre d'aller leur dire « Ah ouais, non, mais en fait, vous êtes gentils, mais on n'a pas envie, on n'a pas confiance, on ne sait pas comment. » Nous, ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est on les accompagne, mais autrement que du partenariat et du mécénat. C'est on engage un dialogue, il y a des entreprises, des très grosses entreprises, des très gros groupes en France qui, quand ils bougent, font bouger toute une filière. Ce sont des centaines, des milliers d'entreprises qui bougent derrière. C'est en amont, en aval, c'est vraiment un impact extrêmement important. Donc ces gens-là, savoir être avec eux, répondre à leurs questions de façon informelle, et justement parce qu'on n'est pas partenaire, pouvoir avoir une discussion d'autant plus décontractée en disant ça... Moi, ça m'aurait pas du tout dit, mais voilà pourquoi, voilà comment ça risque d'être pris. Attirer l'attention, c'est un peu la même chose que ce dont on parlait sur le plaidoyer, qui est parfois du lobbying ou pas. Voilà, c'est jusqu'où on veut aller. C'est pour ça que nous, on fait beaucoup de plaidoyer en dessous du radar, où on ne le fait pas de façon publique parce que on a la chance, vu la position de Jane et du Jane Goodall Institute depuis 60 ans sur le terrain, d'avoir un lien avec
beaucoup de grandes entreprises, avec la World Bank, avec l'ONU, etc., surtout toute l'ONU, qui fait que beaucoup d'ONG viennent et nous appellent quand il y a une entreprise d'extraction minière qui a décidé de faire une bonne route bien droite en plein au milieu d'une réserve naturelle, parce qu'on a cette capacité à aller parler avec chacun. Et je crois qu'une certaine bienveillance dans le dialogue s'impose même quand on parle avec des gens qui ne partagent pas obligatoirement toutes nos valeurs à la base. Oh, j'ai été un peu long, je suis désolée. Non, mais c'est bien ce travail d'équilibriste dont on a aussi parlé avec Elena sur la capacité à néanmoins répondre aux demandes des entreprises, des philanthropes qui s'interrogent, qui se posent des questions, qui ont envie aussi de participer, de s'engager auprès d'associations, mais qui ne sont pas peut-être effectivement parfaitement alignés avec les valeurs de l'association, mais dans un système économique et de production actuel qui, si on est relativement lucide, de toute façon, l'entreprise parfaite ou l'industrie parfaite n'existe pas. Donc c'est aussi, vous m'avez parlé du programme Critical Friend, que je trouve assez intéressant dans la sémantique, de dire nous aussi on a ce travail de dire à la fois on accueille des nouvelles formes de partenariat. On constate aussi que les entreprises sont demandeuses de choses peut-être un peu différentes au gré de leur maturité. Et puis, comment est-ce qu'on accompagne aussi cette transition et comment est-ce qu'on... peut-être que vous pouvez nous en dire un mot sur la variété des partenariats que vous nouez avec les entreprises sur différents sujets. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez précédemment, donc nous, effectivement, on a aussi fait le choix justement d'avoir des partenaires et des mécènes privés. Parce que l'enjeu, justement, si on veut engager un changement sociétal, c'est aussi de sensibiliser le grand public, les politiques, les institutions, mais aussi le secteur privé qui a un rôle très important à jouer. Et du coup, c'est vrai que je partage le fait que justement, c'est vraiment un travail de partage de valeurs et de confiance qui se crée en fait entre nous et nos mécènes privés. Par exemple, on a des membres du 1%, la Fondation Léa Nature qui nous soutient depuis de nombreuses années, d'autres membres du 1% qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. Et donc là, on sait qu'effectivement, on connaît bien la mission de l'entreprise, on partage ses valeurs, on partage cette vision commune, donc on peut avancer en confiance aussi dans le mécénat. C'est vrai qu'effectivement, donc, comme pour le Jane Goodall Institute, on a aussi mis en place des critères parce que la grosse difficulté, c'est vraiment de savoir où placer le curseur et d'être sûr en fait que non pas d'aller chercher des entreprises qui ont des pratiques parfaites, mais des entreprises qui sont dans une démarche de changement, d'engagement et qui ont en tout cas des valeurs qui sont pas opposées à notre mission sociale. Donc ça, c'est très très important aussi. Et c'est vrai que pour certaines entreprises, on va peut-être pas être encore dans ce niveau-là. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir aussi dans notre giron de mécènes partenaires des entreprises qui peuvent être exemplaires ou qui ont avancé sur le sujet. Et pour leur dire aussi des fois, oui, il y a des exemples concrets de ce qui a été fait ailleurs. Donc c'est faisable aussi d'aller dans une démarche. Ça peut être sur les enjeux de microplastique, etc. ou sur des questions d'emballage. Donc ça, c'est des sujets qu'on peut avoir avec les entreprises et c'est vrai que du coup ce qui est important et sur le Critical Friend par exemple, c'est vraiment de pouvoir engager un dialogue, une conversation entre nos experts sur certaines thématiques, parce que bien sûr après il y a des sujets que l'on ne maîtrise pas et sur lesquels au contraire on va s'appuyer sur l'entreprise partenaire, mais sur les sujets sur lesquels nous on a des positionnements clairs et une expertise, on va discuter justement avec les équipes en face, et en fait c'est comme ça qu'on crée aussi une relation de partenariat et que l'on évite peut-être aussi des partenariats sur lesquels on n'est pas à l'aise non plus. Tout simplement parce qu'aussi, il faut savoir qu'au-delà du mécénat, donc on représente une communauté, soit de bénévoles sur le terrain ou de personnes qui se sont engagées financièrement à nos côtés, et donc on a une redevabilité aussi au niveau des partenariats que l'on crée avec nos mécènes privés. Donc c'est vraiment un enjeu, mais ça nous permet nous aussi de nous construire dans nos positionnements, de nous accompagner dans nos positionnements. Donc en fait, cet échange avec les entreprises est très très important. Oui, puis vous m'avez dit qu'il y avait aussi, au-delà de
ce curseur qu'on peut mettre en fonction de la maturité et ou voilà, de la sensibilité de l'entreprise à ces sujets, il y a aussi la demande nouvelle ou croissante de partenariats qui vont peut-être au-delà du partenariat financier, mais voilà, ce que vous appeliez les partenariats 360 aussi, sur la sensibilisation en interne, du partage de compétences, des programmes un peu d'ambassadeurs, enfin voilà, et ça, est-ce que ça répond un peu aussi peut-être à parfois ces inquiétudes ou ces problématiques qu'on peut avoir sur la façon de travailler avec ces partenaires? Tout à fait. Je pense que la porte d'entrée dans le partenariat privé, comme on le fait, c'est vraiment la première porte d'entrée, ça va être le mécénat, le soutien au mécénat quand on a justement un partage de valeurs communes. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a mis en place aussi des journées de sensibilisation d'entreprise. Donc là, c'est vraiment, ça concerne plutôt du coup des entreprises généralement d'une certaine taille, mais on le fait aussi avec des petites entreprises qui ont envie d'engager plus leurs collaborateurs. Et c'est vrai que ça renforce aussi ce partenariat et ça permet de se dire, voilà, au-delà du mécénat financier, on va passer aussi une journée avec les équipes sur le terrain pour aller faire une collecte de déchets, une fresque océane, une sensibilisation pour vraiment partager aussi ces enjeux-là. Et cette pédagogie qu'on pensait devoir être faite par les associations ou du moins les porteurs de projets, Marina, vous m'avez dit que vous aussi, finalement, vous deviez le faire aussi parfois vis-à-vis d'autres partenaires, même si on peut considérer que Léa Nature a ce confort peut-être d'alignement entre l'ADN corporate de l'entreprise, de ses marques, de sa RSE, de son engagement philanthropique. Mais vous avez dit, mais le questionnement, il vient pas uniquement des assos sur l'engagement de l'entreprise, il peut venir aussi du monde de l'économie, et peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, parce que je trouve ça assez intéressant. Je trouvais que c'était un sujet intéressant à aborder, effectivement. Donc les assos, dans le monde des assos, il y a des associations qui vont être très militantes, d'autres associations qui vont être un petit peu plus souples, et plus dans l'éducation par exemple. Donc leur approche, elle va être différente au niveau aussi des partenaires. Une association très militante qui va faire du plaidoyer, qui va aller contre, qui est pour une cause mais contre quelque part peut-être une organisation économique, c'est très compliqué d'être soutenu par certaines structures, et ça on peut l'entendre. Voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que effectivement ça ne vient pas forcément des assos qui vont nous dire ouais, vous faites ci, vous faites ça, vous pouvez pas nous soutenir, etc. Ça peut aussi venir du monde économique qui vous dit pourquoi vous les soutenez eux, parce qu'ils sont contre nous, donc vous êtes contre l'économie. Et nous, ça nous est arrivé plusieurs fois en disant, moi j'ai eu ma direction générale m'a appelé plusieurs fois en disant on a été appelé, parce qu'on soutient ces structures. Donc il est considéré qu'on est contre un modèle économique. Voilà. Donc ça peut être aussi, quand on soutient des projets de protection de l'environnement, ça peut être aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Et c'est assez nouveau. Mais après, on l'assume complètement. À chaque fois qu'on a eu une pression comme ça, on a assumé. Nous, on soutient une cause, on soutient des enjeux environnementaux. On n'est pas contre des gens, contre des structures, contre une économie. On est là pour l'intérêt général. On est aligné avec ce qu'on soutient. On n'est pas parfait non plus. On est un acteur économique. On fait du business. On a un impact. On a aussi un impact sur le climat. Et effectivement, c'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que tout l'écosystème doit être conscient que les uns les autres, en fait, on peut avoir des dissonances, mais si on veut aller sur l'intérêt général, si on veut faire avancer les consciences au niveau de ce qui se passe au niveau du climat, par exemple, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute les uns des autres et pas les uns contre les autres. Voilà, et ça, c'est hyper important, autant au niveau du monde associatif que du monde économique. Voilà. Donc le sujet est intéressant, la réponse l'est aussi peut-être par rapport à des porteurs de projets ou des potentiels mécènes qui se poseraient la question j'y vais pas, comment est-ce qu'une entreprise comme Léa Nature aussi peut répondre au sujet. Et puis ce que vous m'avez dit aussi, c'est d'expliquer aussi le rôle de la philanthropie en disant justement c'est aussi
par ce biais qu'on peut expérimenter, qu'on a une liberté d'action, etc. Et donc ça remet pas en cause le modèle économique, ça vient le compléter et ça vient peut-être aussi jouer un rôle un peu différent sur la liberté d'action et la capacité de rechercher des solutions, d'innover avec cette enveloppe-là. Oui, ça c'est quand vous m'aviez parlé effectivement de la RSE, avec beaucoup de choses qui sont mises en place au sein d'une entreprise à travers de la RSE. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec la philanthropie, on est très libre. On ne dit pas il faut faire ci, il faut faire ça, au niveau indus, etc. Donc on est libre dans nos choix, on est libre d'aller sur une cause qui nous importe ou qui nous semble prioritaire. Et ça, je trouve que c'est hyper important, cette liberté. Et le fait de faire de la philanthropie environnementale chez nous, au niveau de la compagnie Léa Nature, depuis un certain nombre d'années, je pense que ça influence aussi la RSE, ça influence aussi en interne au niveau de l'entreprise, au niveau de la conscientisation des collaborateurs, au niveau de la direction générale, au niveau des choix qui vont se faire sur des packaging, sur de la composition des produits, sur des investissements industriels, etc. Et c'est pas forcément dit, puisque effectivement, on va pas dire c'est la philanthropie environnementale qui a dit que, etc. Mais ça a forcément une influence en fait. Et ça, c'est avec quelques années de recul, on s'en rend vraiment compte, même si c'était pas calculé. En fait, ça fait partie de l'ADN et ça, c'est super intéressant. Et ça fait partie d'un élément de réponse de y a ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise pour contribuer à effectuer une transition dans nos modes de production, d'industrialisation. Et puis il y a cette capacité qu'on a aussi à aller chercher de l'innovation et des nouvelles et des terrains d'expérimentation avec la philanthropie, quoi. Et je crois que c'était aussi des sujets et peut-être que le communicant peut finir le tour de la question quand on a parlé de ces sujets un peu d'accusation, de méfiance, de greenwashing. Tu m'as dit oui, je ne pensais pas que ça pouvait être un frein. Et tu m'as dit qu'on touche quand même du doigt certaines réticences, mais YZ, qui est donc une agence qui est en B2B, est-ce que toi, tu avais identifié des choses sur cette capacité? Tu m'as dit, nous, justement, on aimerait bien être un ambassadeur, donc par rapport à d'autres acteurs économiques ou non, comment tu vois, toi, la façon de répondre à ces éventuelles méfiances, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, associatives ou de clients corporate qui se poseraient la question de l'engagement de leur agence sur l'environnement? La question du greenwashing, effectivement, elle est intéressante et elle est extrêmement actuelle. On en voit, tout le monde en parle en ce moment. Aujourd'hui, toutes les marques ont envie de paraître plus vertes que vertes. Et si vous regardez la télé, les pubs qu'on vend des déboucheurs WC ou un 4x4, tout est vert, tout sauve la planète. Donc évidemment, il y a un sujet. Et nous, en tant qu'agence de communication, on est confrontés à ce sujet quotidiennement. Après, moi, c'est vrai que j'étais surpris quand on a préparé la table ronde, que tu m'as dit oui, c'est vrai que chez les mécènes, il y a une peur d'être attaqué par rapport à leur engagement mécénal face à pour l'environnement, comme s'ils essaient de se dédouaner de quelque chose. En fait, le greenwashing, c'est quoi ? C'est pas l'action qu'on fait, c'est l'ampleur qu'on lui donne dans sa communication. La question du greenwashing, c'est la disproportion entre la réalité d'une action et la visibilité qu'on lui donne. Voilà, si vous êtes une marque je ne vais pas me lancer dans des exemples, mais bon. Non. Non, voilà. Mais voilà, si vous faites une petite action verte à impact positif et que vous lui donnez, vous l'affichez partout pour occulter la réalité de votre business, là, c'est ça qui devient du greenwashing. Mais l'action en elle-même, elle est positive. Donc, je rejoins ce que disait Marina tout à l'heure. Personne n'est parfait. Si on attend d'être parfait pour faire quelque chose, on ne va jamais rien faire. Et parfois, cette vision de la perfection, ça devient presque un alibi pour ne rien faire, dire ah ouais, on n'arrivera jamais à être parfait, donc du coup autant rien faire. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Acceptons d'être imparfaits et faisons les choses. En revanche, c'est sûr, il faut que la communication soit proportionnée avec la réalité des efforts qu'on fait. Oui, mais on retombe sur effectivement cette philosophie qui est partagée là entre vous sur évidemment il y a une exigence
sur l'impact de ses actions, la qualité du partenariat, etc. Mais je retourne sur ce que vous disiez, Galit, il y a quand même aussi un volet de pédagogie et chaque geste compte et ne pas aussi freiner les intentions qui peuvent être sincères, même si évidemment elles s'inscrivent dans un paysage industriel, économique, productif qui est celui qu'on a aujourd'hui et qui forcément n'est pas 100% vertueux, sinon on ne se poserait pas la question de ce matin. Ok, super. Et on se disait aussi qu'une des façons de remédier à ces sujets et d'aller plus loin et d'être un facteur aussi de réussite, c'est, et vous avez tous beaucoup insisté, sur le collectif. Alors, vous êtes un peu biaisés, puisque vous êtes tous membres d'un collectif qui nous rassemble ce matin, donc forcément, ça faisait partie des sujets. Mais voilà, et peut-être, Elena, pour commencer, vous me disiez, voilà, il y a, par rapport à une asso qui, effectivement, s'engage d'abord sur les océans, ce qu'on vient chercher aussi dans un collectif comme le 1%, c'est cette complémentarité interasso, c'est ce qu'on peut mieux se connaître entre nous et puis aussi créer la rencontre pour bénéficier de cet effet aussi un peu macro en disant à plusieurs, on sera plus fort pour à la fois répondre aux questions des financeurs, des partenaires potentiels et puis aussi améliorer la qualité de la solution. Tout à fait. Et je ne sais pas si oui, c'est bon. Effectivement, donc ça c'est un des enjeux et c'est vrai que par exemple pour les associations bénéficiaires et membres du 1%, voilà, on a effectivement des types d'associations en fonction des sujets, océans, changement climatique, et donc il y a des associations que l'on connaît depuis de nombreuses années, avec lesquelles on travaille, où chacun a son domaine d'expertise et c'est là où effectivement c'est intéressant d'être complémentaire, ou si on a besoin d'une ressource sur la pêche ou autre, on sait vers qui se tourner. Donc ça, c'est très important d'avoir cette vision un peu plus globale du paysage associatif sur ces sujets-là. Et après, bien sûr, je pense que sur l'enjeu du collectif 1%, pour nous, c'est aussi un accélérateur de philanthropie sur les projets qui est très, très important. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un paysage très diversifié d'associations environnementales et il y a un paysage très diversifié d'entreprises mécènes qui soutiennent des projets environnementaux. Donc, effectivement, il y a des membres du 1% que l'on connaît qui nous soutiennent depuis de nombreuses années et ça nous permet, bien sûr, tous les ans aussi de pouvoir rencontrer d'autres membres du collectif et de faire vraiment cet effet levier accélérateur de soutien au projet au-delà d'une relation qui va être plutôt bipartite avec un mécène particulier. Donc c'était ça aussi l'enjeu et je pense que c'est dans ce sens-là c'est très important d'avoir un collectif comme ça. Et Galit, je vous ai dit le 1%, est-ce que ça permet, en faire partie, est-ce que ça permet de rassurer les mécènes, est-ce que ça vous permet de créer la rencontre? Et il m'a dit oui, mais ça rassure aussi les assos. Mais c'est vrai, c'est important aussi d'être en tant qu'association avec d'autres associations qui sont reconnues, qui sont quelque part labellisées, qui sont vérifiées. Enfin, je trouvais que c'était, comme vous le soulignez, avec Surfrider, c'est une communauté à la fois avec des potentiels partenaires entreprises, mais aussi entre nous, entre associations et voilà. Donc on est quand même sur la qualité de partage aussi de la connaissance. Du coup, côté mécène, on peut s'interroger. Alors, on finira par Marina, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'une entreprise qui a cette ancienneté, cette taille, etc., a besoin ou a envie de rejoindre ce collectif. Julien, peut-être toi, tu m'as dit tout de suite, on en a parlé déjà tout à l'heure, cette volonté d'intégrer un mouvement qui nous dépasse un peu et qui permet de faire communauté. Et puis il y a ce côté un peu engagement ferme aussi du 1% avec là, le communicant m'a dit il y a une proposition de valeur hyper claire, c'est simple, c'est 1% du chiffre d'affaires. Peut-être que tu peux un peu développer sur aussi le fait que c'est engageant, et Isabelle en parlait sur le contrôle aussi des flux et que ça marque peut-être un choix important de rejoindre ce collectif au-delà de s'engager par soi-même, quoi. Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner, parce qu'on parle de communauté, la diversité importante non seulement des mécènes, mais également des associations. Effectivement, là, on a deux des superstars
Surfrider, Jane Goodall. Il y a plein d'autres toutes petites associations de projets émergents et c'est ça qui rend aussi le collectif séduisant. Après, pour revenir sur ta question, en effet, pourquoi nous on a choisi de rejoindre 1% ? Parce que c'est très simple, quoi. Effectivement, c'est un label, c'est un repère. Chaque année, effectivement, on peut faire 100. Il n'y a pas besoin en fait de 1% pour donner, mais ça donne un objectif, ça donne un repère. C'est un minimum, on est d'accord. Moi, je dis c'est le minimum syndical. Je pense que tout le monde devrait le faire, tout le monde devrait en faire partie. Mais voilà, c'est le minimum. On sait qu'on va devoir redistribuer ça. Et j'aime bien cette simplicité. Effectivement, c'est peut-être parce que je suis communicant et du coup j'aime bien quand il y a un beau logo, mais voilà. Non, mais c'était rigolo de me dire, voilà, c'est clair, c'est immédiat, ça parle à tout le monde. Il y avait d'autres possibilités. Effectivement, quand on a choisi de rejoindre un collectif, il y avait d'autres groupes, il y avait d'autres opportunités. On a été séduit par cette simplicité, au-delà effectivement aussi par l'histoire et l'ampleur internationale de ce mouvement, bien sûr. Donc il y avait voilà, cette proposition de valeur, ce volet international, le fait de rejoindre un collectif et donc de partager aussi en tant qu'entreprise. Et Marina, on peut se poser la question, Léa Nature, ok, une fondation qui a déjà plusieurs années d'ancienneté, une force de frappe qui est importante, vous devez être parmi les plus gros contributeurs peut-être du 1%, j'imagine. Pourquoi c'est important ? Vous m'avez dit c'est plus une question de philosophie aussi et de... J'allais dire de premier de cordée, c'est peut-être pas le bon terme, mais voilà, d'être aussi cette locomotive et cet ambassadeur via ce mouvement. Nous, on a intégré le 1% il y a 14 ans, donc quand on l'a intégré, on n'avait pas cette force de frappe, comme vous dites. 14 ans plus tard, on est 1600 collaborateurs, donc la boîte elle a vraiment beaucoup grossi. Il y a 20 marques maintenant qui adhèrent. Au début, il y en avait 2 ou 3, quoi. Voilà. Et puis quand on a adhéré, il y avait très peu d'adhérents en France. Il y avait Manu qui est là, qui est un des premiers. Et c'est vrai que la philosophie, bien sûr, et puis l'engagement sur la protection de l'environnement, ça hyper important. Parce que quand on s'engage dans les 1% pour la planète, on soutient des associations de protection de l'environnement. Et ça, on n'en déroge pas. C'est très facile d'en déroger, en fait, quand on fait de la philanthropie, parce que quand vous êtes une entreprise et que vous avez vos équipes marketing qui vont vous dire « Ah, mais pourquoi on ne va pas dans la solidarité pourquoi des choses avec les enfants etc. Ce serait mieux, patati patata. » Non pas que quand on soutient des projets de protection de l'environnement, on ne soutient pas de la solidarité. La solidarité, bien sûr, c'est très lié. Tu parlais des communautés tout à l'heure. Mais voilà, déjà, il y a cet engagement sur l'environnement, sur la nature, sur la planète. Et puis après, la communauté, elle est hyper importante, autant au niveau des mécènes que des associations. Au niveau des mécènes, on est un collectif de mécènes, on va discuter ensemble sur des problématiques, sur des sujets, sur des enjeux. On va se réunir. Je parle par exemple de l'enjeu climat. Quand on est mécène entreprise, on n'a pas forcément la littérature, l'expertise sur ces sujets-là. Donc on va aussi, quand on a des projets qui nous arrivent, on consulte aussi les autres mécènes et on leur dit « Et toi, tu les connais, tu les soutiens, qu'est-ce que tu en penses ?» Et au même titre, avec les associations, on fait aussi des réunions thématiques sur des sujets. Et nous, en fait, en tant que mécènes, et ça, je trouve ça génial depuis le temps qu'on travaille en philanthropie environnementale, on s'est formé aux enjeux. Et ça, c'est grâce aux associations qui nous forment, qui nous alertent, parce que les associations, c'est des vrais laboratoires d'expérience, elles sont très novatrices, elles savent là où sont les problèmes, elles savent où ça fait mal. Et tout à l'heure, vous disiez, Camille, c'est pas évident de savoir où l'expertise, les scientifiques. Donc nous, on va chercher à différents endroits. On va chercher auprès de certains mécènes, parce qu'il y en a aussi qui ont de l'expertise, et on va chercher au niveau du collectif des associations pour qu'ils nous donnent ces expertises, au niveau des scientifiques, etc. Et là, on confronte les sujets, parce qu'on n'est pas toujours d'accord. Et on se permet de tester aussi. On se permet de tester, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. Cela dit, en général, les associations qui se battent pour des enjeux et qui sont parfois très militantes, souvent elles ont raison sur le fond.
Ça, c'est une bonne conclusion. Écoutez, on va pas rouvrir le débat. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Moi, j'aimerais bien juste redire un mot sur le volet collectif et rebondir ce que vous disiez, Marina, sur le fait de l'environnement par rapport à d'autres causes que peuvent être la solidarité, la santé, etc. On l'a vu, il y a plein d'interconnexions, évidemment. Et ça fait le lien avec peut-être la petite ouverture que je voulais proposer pour finir cette table ronde avant de vous laisser poser quelques questions. C'est que ce qui me frappe, moi, en tant qu'observatrice extérieure, sur les sujets de mécénat et de philanthropie, moi je ne suis pas du tout spécialiste de la cause environnementale, mais en préparant un peu cette table ronde, donc évidemment le volet collectif faisait partie des sujets qu'on abordait liés à l'organisation de cette table ronde en partenariat avec le 1%. Et en fait, quand on creuse un peu, c'est une cause qui... les collectifs sur les sujets de l'environnement se sont beaucoup développés ces dernières années. Donc on a évidemment à notre échelle le 1%, mais on voit fleurir de plus en plus de grandes coalitions, notamment de grandes fondations, parce qu'ici aujourd'hui on parlait de petites et moyennes entreprises, mais on n'avait pas de représentants, on n'a pas toujours touché le sujet de l'engagement des très grandes fondations privées comme corporate. Et il y a de plus en plus de coalitions qui se créent. Alors ici en France, vous connaissez peut-être la coalition française des fondations pour le climat qui a été créée à l'initiative du Centre français des fonds et fondations, mais il y a des réseaux européens qui ont aussi créé des coalitions. Le réseau Daphne qui a créé la European Philanthropy Coalition for Climate, le réseau WINGS aussi, donc International Philanthropy Commitment on Climate Change. Donc il y a différentes strates et c'est... Des grandes fondations qui se mobilisent et justement partant du principe que peut-être, alors c'est un débat qu'on malheureusement je vais ouvrir puis refermer, mais que l'environnement devrait peut-être pas être une cause à part entière, mais que toutes les grandes fondations qui sont engagées sur d'autres secteurs d'intérêt général devraient intégrer le sujet environnemental dans la façon dont elles traitent leur cause, puisque c'est un sujet qui infuse dans toute la société et qui peut être lié justement à d'autres enjeux. Et l'idée c'était de se dire peut-être que au-delà des seules fondations qui sont vraiment spécialistes des sujets de l'environnement, comme l'environnement a des effets sur toutes les causes et qu'il a des effets sur toutes les activités humaines, ou les activités humaines ont des effets sur l'environnement d'ailleurs, enfin voilà, l'idée c'est de se dire peut-être que l'intérêt général au global devrait avoir une approche transversale des sujets et que l'environnement puisse irriguer aussi les différentes causes et soit pris en considération même quand on s'occupe d'un autre sujet, mais de dire même quand je suis dans la culture, je me pose la question peut-être d'avoir des activités qui soient durables, qui ne mettent pas en péril l'environnement, et ça peut se décliner dans toutes les autres. Donc c'est un sujet que ça ouvre un peu peut-être par rapport aux observations que j'ai pu faire en se posant la question, mais peut-être que demain, entre guillemets, on peut souhaiter qu'il n'y ait plus de philanthropie environnementale, mais que ces sujets soient pris en compte par tous les acteurs de l'intérêt général et de la philanthropie pour que ça puisse aussi avoir une inflexion dans tous nos secteurs d'activité. Voilà, je referme la parenthèse, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir que c'est un secteur qui est particulièrement structuré en collectif. Est-ce que... Alors, on est à peu près à l'heure, mais pas tout à fait, mais peut-être qu'on a le temps de prendre une ou deux questions avant qu'Isabelle nous présente le grand teasing sur la raison pour laquelle vous êtes tous restés. Il y a une question là peut-être. Hop, je vous fais passer le micro. Merci beaucoup Camille. Moi comme vous, je viens de l'extérieur, c'est-à-dire c'est ma première fois ici, dans ces lieux et dans ce milieu, mis à part le salon des associations d'il y a quelques semaines. Je viens du milieu de la grande entreprise, dont on en parlait souvent aujourd'hui. J'ai passé 10 ans à L'Oréal, 14 ans chez Coty, toujours dans les cosmétiques, donc c'est des groupes à 10 et plus milliards de dollars. Et aujourd'hui, en tant que regard extérieur, je ressens une forme de pudeur ici. De pudeur, je m'explique. L'Oréal nous disait, est-ce que votre ambition, votre vision est à l'auteur de l'enjeu? Et l'enjeu est simple. Moi, je me lève tous les matins avec un enfant de 14 ans et un enfant de 10 ans qui sont angoissés. Celui de 14 ans, je disais tout à l'heure à un de tes collègues, Julien, qu'il veut aller vivre en Nouvelle-Zélande parce qu'il a fait toutes ses études et il a compris que c'est la zone la plus safe de la planète. Il veut faire des roquettes pour partir sur Mars, être ingénieur spatial, parce qu'à un moment donné, il faut la quitter, cette planète. Donc ça, c'est l'enjeu. Donc est-ce que la vision, est-ce que le curseur, parce qu'on a parlé beaucoup de est-ce qu'on a placé le curseur au bon niveau, l'ambition qu'on a est suffisante. Et je vous donne juste un chiffre, 1%, c'est très bien. J'ai regardé votre dépliant, c'est 38 millions, c'est énorme, 38 millions de dollars par an.
il y a une étudiante anglaise qui a amené le gouvernement en Angleterre, à la suite de Glasgow, en cours, parce que Boris Johnson a donné 14 milliards de pounds à l'industrie oil companies depuis 2010. Donc c'est ça l'enjeu. C'est 38 millions contre 14 milliards donnés par un seul gouvernement aux plus grands pollueurs du monde. Voilà. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas repenser notre vision, notre avant-goût et notre envie d'impacter l'enjeu véritable que c'est le futur de nos enfants, notre futur. Qui veut se lancer? Je pense que sur l'enjeu, on est relativement aligné. Après, la question, c'est plutôt la question des moyens. La question de, voilà. Et effectivement, on pourrait imaginer que le 1% devienne le 10%. Et peut-être qu'il y aurait moins de monde dedans. Parce qu'effectivement, 1%, c'est tout petit. Après, là, pour l'instant, on a franchi les 1000 membres, si je ne me trompe pas. Donc, ça représente quelques dizaines de millions. Si ça bascule et qu'on imagine qu'il y ait 10% seulement ou 20% des entreprises françaises qui, d'ici quelques années, les rejoignent, là, effectivement, on change d'ordre de grandeur et on passe sur effectivement des cumuls qui se comptent en milliards. Et donc, je pense que ce qui est intéressant avec le 1%, c'est le fait que ce soit petit, justement, parce que ça permet à beaucoup d'entreprises de le rejoindre sans trop se poser de questions pour atteindre, je l'espère, des objectifs aussi ambitieux que celui-là. Mais bon, je pense que Vas-y, Marine. Bah pour moi, le 1%, c'est pas petit, parce que 1% du chiffre d'affaires d'une boîte comme la nôtre, c'est pas petit. Donc, je pense qu'il faut surtout qu'il y ait plus d'entreprises qui adhèrent, hein, plus de prise de conscience et qu'on soit plus nombreux, qu'on soit plus forts. 10%, c'est énorme, ça effectivement, mais je pense que il faut vraiment valoriser ce qui se fait actuellement et voilà, prendre cette décision de donner 1% du chiffre d'affaires de sa marque, c'est pas anodin du tout, quoi. C'est aussi, ça a un impact, ça peut avoir un impact sur les collaborateurs qui vont se dire, pourquoi ils font ça alors qu'ils ne nous donnent pas d'augmentation, etc. Par exemple, pourquoi ça va pas ailleurs dans l'investissement, voilà. Donc moi, je trouve que c'est un mouvement, justement, depuis 2007, qui a pris énormément d'ampleur, notamment en France, puisqu'on est un des premiers pays européens, deuxième monde. Voilà, mais on n'est pas assez nombreux. Et moi, je rêve qu'il y ait des grandes entreprises françaises qui viennent, quoi, même si elles viennent que sur une branche d'activité, qu'elles viennent déjà ça, sur la protection de l'environnement, et Dieu sait s'il y en a besoin. Et voilà, donc, mais effectivement, il faudrait qu'on soit plus nombreux et que les gens qui ont des moyens et des gros moyens soient là, même si, bien sûr, ils font des choses par ailleurs, ça, je n'en mets pas en question. Mais il faut que L'Oréal ait quotidienne, hein, tout simplement. J'y suis plus. J'essaie de comprendre les infographiques, par exemple. Ça n'existe pas une sorte de maître de la philanthropie. Voilà. Je cherchais dans la cosmétique parce qu'elle m'intéresse. J'ai vu Coty qui dit on est philanthrope parce qu'elle donne 5 millions de dollars à une fondation contre une recherche pour maladie génétique. Mais si on prend l'ensemble des sommes dépensées par les dirigeants pour voyager entre New York et trucs pour aller aux 3 galas par an, etc., les 5 millions, c'est bien qu'il peut le passer. Je prends une entreprise comme Lancôme, avec laquelle je travaillais, il se veut une entreprise philanthropique dans la cosmétique, il donne 1% d'absolu au mois de novembre. Voilà. Donc, quelque part, il n'y a pas un macaron qui dit, hop, combien donne cette entreprise? Et, que je sache, je n'ai pas trouvé. Mais moi, ce que je veux rajouter pour le 1%, c'est que on se donne, on s'engage de le donner et on est contrôlé. On est contrôlé sur le don. Donc ça, effectivement, pour nous, c'est aussi très important. Parce que c'est facile de dire je donne. Hein. On peut l'écrire aussi. Mais quand vous devez faire une attestation de vos commissaires aux comptes tous les ans qui valide à qui vous avez donné, combien vous avez donné avec une attestation, voilà. Et on ne communique pas forcément dessus, mais c'est un engagement très très fort.
Oui, voilà. Après, il y a aussi toute l'approche transversale. Il y a ce qui se fait dans la philanthropie, et puis il y a aussi les actions qui peuvent être prises pour exercer son activité de mieux en mieux, différemment, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis désolé, c'était pas une question, c'était pour poursuivre ce débat, mais je veux faire très court. Grosso modo, on ne peut pas attendre des solutions qu'elles ne viennent que du monde de l'entreprise. La philanthropie, c'est large. Ça nous concerne tous aussi en tant qu'individus. Si votre question, c'est de savoir si le monde actuel a pris conscience de l'urgence de l'enjeu et fait assez, la réponse, elle est, à mon avis, non. J'ai aussi... voilà, c'est un truc qui me poursuit au quotidien. Donc, ça va au-delà de ça. Effectivement, la philanthropie devrait être quelque chose de peut-être plus structuré encore à l'intérieur de la RSE. Je pense que le monde de l'entreprise devrait avoir l'humilité de comprendre qu'il ne peut agir que dans son écosystème en termes de RSE, et que la philanthropie, c'est un investissement sur l'avenir de la planète, et que dans un monde qui adore les startups, toutes les assos, c'est des startups en puissance. Voilà, donc ça, c'est pour répondre à votre question. Je suis sûr, effectivement, qu'on ne fait pas assez à la hauteur de l'enjeu. Hier, il y avait l'avant-première d'Animal à Paris. Pour ceux qui ont pu y aller, l'enjeu, tous les jours, il se vérifie. Et donc, Camille avait raison tout à l'heure. C'est un sujet, le CFFC s'est lancé. La question environnementale devrait être partout, parce qu'il n'y a pas de causes qui peuvent exister sur une planète sur laquelle on ne peut plus vivre. Donc, de fait, l'environnement devrait être prioritaire. Enfin, pas prioritaire au sens de, il ne faut pas créer une concurrence entre les causes, mais il devrait être transversal. Voilà. Et je voulais juste essayer peut-être de clôturer cette question pour reprendre l'échange avec monsieur tout à l'heure, et puis laisser la place à d'autres questions. Ce que j'allais dire, c'est que voilà, l'idée, c'est que vous pouvez continuer à échanger ensuite. Bonjour à tous. Je suis Eric Dufay, je représente une association qui valorise des enfants, tout simplement. Mais en fait, ma question, c'était, on parle beaucoup d'entreprises, on parle beaucoup de choses comme ça, mais on ne parle pas de l'industrie de la culture. Et on sait que l'industrie de la culture rapporte 4 ou 5 fois plus que l'industrie de la voiture, par exemple. Et je voulais savoir ce qu'il en était par rapport à 1%. Est-ce qu'il y a des artistes, est-ce qu'il y a des concerts qui sont organisés où il y a 1%, par exemple, des recettes qui peuvent être versées à ce genre d'initiative, mais je n'ai pas entendu le mot culture. Je voulais savoir ce qu'il en était. Merci. Pardon, oui, merci pour la question, parce que en fait, effectivement, la culture était assez peu à nos côtés. Et récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Music for Planet, donc qui a été lancé il y a 2 ou 3 mois. C'est un mouvement associatif pour inciter justement le monde de la musique à aussi s'engager, et pourquoi pas, quand vous achetez un billet pour un concert, qu'il y ait 1% qui soit reversé à une association environnementale. Donc je vous incite à aller voir Music for Planet. On est partenaire, on est le réceptacle et le redistributeur au profit d'associations environnementales venant du monde on va dire de la musique, en tout cas. Donc c'est un début, mais le champ des possibles, il est immense. Et pour répondre à la première question par rapport à peut-être l'éco-anxiété et le fait de se sentir petit, alors évidemment, c'est pas parce qu'on est et c'est pas parce que la tâche elle est immense qu'il faut pas l'attaquer. Et puis, il y a une référence que prend souvent Vandana Shiva, qui a été reprise plein de fois. Pensez à l'effet du moustique. Le moustique, il est tout petit, mais oui, à la fois il tue, mais il peut bien nous emmerder pendant une nuit et vous empêcher de dormir. Donc, la capacité d'influence et notre capacité à embarquer, même si on est petit. Faut pas l'oublier. On n'ira pas jusqu'à dire que vous avez une capacité de nuisance, mais pardon. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a une capacité de nuisance pour pas filer la métaphore trop loin. Mais c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est encore petit qu'il faut pas avoir des grandes ambitions et continuer le travail. Voilà, c'était plutôt ça. Alors j'ai un peu le mauvais rôle parce qu'il va falloir que je la fasse la police, donc je vais prendre une dernière question et après je vous inviterai à la poser en off à nos intervenants, puisque on a un petit timing à respecter, puis Isabelle a son opération de décembre à nous présenter. Je vous passe le micro. Oui, bonjour, merci. Eric Evenou du WWF. D'ailleurs, Isabelle, peut-être un point sur le 1%. Corrige-moi si c'est une bêtise, mais en fait, quand une entreprise donne 1%, elle donne 0,4%. Parce que les 0,6%, c'est l'État qui fait son avoir fiscal. On peut le dire comme ça aussi. Donc, effectivement... Ouais, pas tout à fait, parce qu'elle est limitée, c'est capé à 0,5% du CA. Ah oui, c'est capé, t'as raison. Une question peut-être pour
Une question peut-être, enfin c'est vrai que l'État est généreux là-dessus et qu'il faut aussi en tenir compte et que les entreprises utilisent et sont motivées pour du mécénat grâce à cette organisation fiscale qui est très participative, donc c'est super ça aussi. On en bénéficie beaucoup au WW. Une question peut-être pour Marina et pour le 1%. Est-ce que vous avez des projets à l'extérieur de la France pour le soutien à l'environnement? Est-ce que c'est surtout métropolitain? Est-ce que c'est à l'extérieur? Pour notre part, c'est 75% des projets France et 25% à l'international, notamment sur des sujets d'agriculture écologique, protection des semences, souveraineté alimentaire par exemple, et aussi des projets de conservation et de reboisement, reforestation. Voilà. Pas mal en Afrique, Amérique du Sud, mais après ça, voilà, c'est selon les projets qu'on va recevoir. Il faut savoir que on parlait tout à l'heure de la partie vous parliez de la partie défiscalisation. C'est vrai, c'est important pour les entreprises, sauf qu'en France, on a un plafond en fait à 0,5 du 1%, donc on peut pas tout défiscaliser. Et les entreprises internationales en fait sont pas, les associations internationales ne sont pas éligibles à ça. Voilà, donc c'est un frein aussi en France pour soutenir les entreprises les associations qui ont des sièges dans d'autres pays. Donc voilà, il y a des travails aussi il y a un travail qui se fait aussi avec Bercy, par des gens comme le 1%, par exemple, ont une force, ou des gens comme la Fondation de France. On parlait du collectif tout à l'heure, ces structures ont une force pour faire changer la donne sur certains points, et ça, c'est hyper important. Isabelle, du coup, merci à nos intervenants. On peut peut-être les applaudir pour leur participation. Et avant de vous libérer, voilà, il y a une belle opération qui se prépare à partir de demain pour le 1%. Isabelle, je te laisse nous révéler de quoi il s'agit. Tadam, merci beaucoup, merci pour votre attention. Alors vous savez que le mois de décembre, c'est un mois clé pour les associations et vous êtes bien placés pour le savoir. C'est vraiment le mois de la philanthropie, c'est un moment vraiment de levée de fonds parce qu'on est tous un peu pareil, on s'y prend au dernier moment pour justement l'histoire de défiscalisation. Et donc voilà, c'est un mois très important. Et on a décidé, c'est aussi aujourd'hui, c'est un moment clé, enfin un moment un peu particulier parce que c'est le Giving Tuesday, donc après la folie du Black Friday qu'on a essayé de transformer en Blue Friday. Aujourd'hui, c'est la journée du don, pas forcément pour l'environnement, mais toute forme de don. Et donc on lance un calendrier de l'Avent. Alors vous en avez, vous voyez partout des calendriers de l'Avent avec des chocolats, avec des parfums, on y peut tout imaginer. Alors nous c'est un calendrier de l'Avent en particulier, c'est un calendrier de l'Avent pour le monde d'après, avec plus d'une vingtaine d'associations dont 2 sont ici présentes et vous en avez d'autres dans la salle. Je ne sais pas si elles peuvent lever le doigt, il y en a quelques-unes qui sont parties. Mais vous irez voir sur le site 1%fortheplanet.fr. Donc ces 22 associations, vous allez avoir chaque jour, vous allez pouvoir ouvrir une petite fenêtre. Donc c'est un calendrier digital. Vous allez ouvrir votre petite fenêtre. Alors il va pas y avoir de chocolat dedans, mais il y aura une pépite. Et alors pépite, Julien, est-ce que tu sais ce qu'on a trouvé? Philanthropie environnementale de projets à impact pour la transition écologique et sociale. Est-ce qu'on cherchait, enfin bref, ça c'est bref, c'est 24 pépites ou 23 pépites qui vont être ouvertes. Vous allez découvrir chaque jour. Ce sont donc des projets d'associations que la société civile va pouvoir financer. La société civile et les entrepreneurs, bien entendu, mais là ce qu'on essaye de toucher, on essaie d'avoir un effet de levier auprès de la société civile, notamment par la magie de l'abondement. Donc, et ça, c'est un outil qu'on utilise depuis l'année dernière, c'est assez extraordinaire, ça permet de démultiplier et d'accélérer. Tu parlais d'accélérateur de philanthropie, Elena, c'est un formidable accélérateur de philanthropie parce qu'on est tous un peu pareil, c'est un peu comme une promo, sauf que là c'est une promo du don, c'est-à-dire que vous donnez 10 €, il se transforme de manière magique, il est multiplié par 2 et il se transforme en 20 €. Alors sans parler du fait qu'il y a une réduction fiscale, donc ça vous coûte beaucoup moins, mais voilà, c'est un formidable accélérateur. Donc pendant tout le mois de décembre, il va y avoir un projet par jour,
tout ça, c'est sur notre site, ça va être sur Instagram et sur les réseaux. Et les associations ont la capacité à avoir les dons perçus qui vont être abondés. C'est capé à 2 000 € par association, donc elles ont la capacité de lever 4 000 et on espère beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et cerise sur le gâteau, côté entrepreneur, on va demander aux 1000 membres 1% de voter pour leur projet préféré dans tous ces projets-là. Et le grand gagnant de ce vote recevra 11 111 € avant la fin de l'année. Voilà, donc c'était notre calendrier de l'Avent pour le monde d'après. Merci. Merci beaucoup Phil Entrelacs, merci Camille pour cette formidable présentation et vos témoignages. Enfin, vous êtes les meilleurs ambassadeurs du 1%, concrètement. Vous en parlez si bien. Merci à vous tous d'avoir présenté les différentes facettes du 1% et avec votre forme humaine. C'est d'abord des rencontres et merci pour cet accueil au sein du Fil Entrelacs. J'espère qu'on en fera d'autres sur ce sujet qui nous tient tant à cœur. Probablement le début d'une belle série. Merci à tous. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus pour rester encore quelques minutes et